L'IA, comme vous le savez, est aujourd'hui omniprésente. On la retrouve partout, tout le monde en parle. Et elle transforme les entreprises, les organisations publiques, mais également vos quotidiens à tous et toutes. Je vais inviter les speakers à chacun se présenter à son tour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Valentin Schmitt. Je suis le directeur général et le cofondateur d'une société qui s'appelle AskMona, qui est une société qui crée des solutions d'intelligence artificielle principalement pour le monde de la culture. On a inventé, par exemple, le premier audio guide avec lequel vous pouvez discuter dans les musées. Et donc, vous êtes face à une œuvre d'art et vous posez une question, vous pouvez lui poser directement. C'est pour ça qu'on s'appelle AskMona. C'est une start-up qui crée des solutions d'IA depuis longtemps maintenant, parce qu'on a été créé en 2017. Et donc, ça fait depuis presque 10 ans qu'on parle d'intelligence artificielle. Au départ, on nous regardait avec des grands yeux, et maintenant, ça devient de plus en plus concret. Le principe de ce qu'on fait chez AskMona, c'est aussi de montrer que l'intelligence artificielle, ça a évidemment un impact pour des solutions de productivité, de finance, de santé, de tout ce dont vous avez parlé auparavant, mais ça a aussi un vrai impact culturel, un impact sur la vie et la production et la consommation de biens culturels. En l'occurrence, c'est d'ailleurs le deuxième usage des Français lorsqu'ils utilisent l'IA. Le premier, dans leur vie quotidienne, c'est d'abord sur des questions de santé. Le deuxième, c'est sur des divertissements et de la culture. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on fait chez Ascona, c'est de créer des solutions d'intelligence artificielle pour faire vivre justement notre vie culturelle. Bonjour à tous, je m'appelle Abou Ndiaye, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Licanam Cyber et on est un pure player. Nous accompagnons les clients sur leur programme de cybersécurité, que ce soit en interne ou aussi à l'externe, sur leur sécurisation de leur usage IA. Bon, on aura l'occasion d'en parler vaguement pendant cette table ronde et on est basé juste à côté à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour, désolée pour le retard, ça s'est vu. Je suis Ophélie Lerouge, je suis consultante en stratégie IA, certifiée par l'École Polytechnique Exécutive Éducation, pour qui je suis également jury. J'accompagne les organisations et les entreprises dans leur stratégie IA. J'ai créé avec le groupe Quadratique Enovaya pour accompagner les collectivités territoriales sur l'IA. Alors on fait de la sensibilisation, formation, diagnostic, feuille de route, jusqu'à l'accompagnement à la mise en œuvre. Et puis j'ai conçu des parcours de formation aussi pour des entreprises et notamment pour le groupe AFNOR avec qui je collabore également. Voilà. Merci. Bon, je reprends. Vous avez déjà entendu un peu trop d'accent déjà tout à l'heure, mais je reprends une petite présentation. Je m'appelle Ethan Pierce, je suis le fondateur de Borderless Ventures, qui est basé à Singapour et à Estonie, mais j'habite ici depuis 20 ans et investi dans tout ce qui est l'IA, le Web3 et Creator Economy. Et avec le Creator Economy Institute, je fais beaucoup de projets, mais plus ou moins j'accompagne les grands groupes ou les collectivités ou d'autres sur les questions et stratégies sur l'IA. Web3, un peu l'économie de domaine au niveau économie tokenisée et l'économie agentique. Pour ma part, donc Louis Bardoul, au-delà d'être modérateur aujourd'hui, j'ai deux activités. Donc, je suis Business Manager chez un des leaders du cloud et également donc, fondateur de Tech Leaders IT, qui est une entité qui rassemble les exécutifs dans la technologie, notamment dans l'IA. Je suis habitué à ce type de panel. Je vais commencer par une première question. Je vais te la poser à toi, comme tu remplaces Julie. Pour commencer, déjà, qu'est-ce que l'IA ? Avant l'IA, c'était un peu, on avait l'idée que c'était juste des choses un peu automatisées, des choses qui marchaient un peu tout seul. Aujourd'hui, on voit bien avec l'IA générative, comme tout à l'heure on parlait de ChatGPT, donc quelque chose qui a étudié, qui a appris beaucoup d'informations et qui est capable de vous donner des réponses au niveau questions, vous aider, vous créez du contenu, vous créez aujourd'hui les photos, les clips vidéo, un peu tout, parce que c'est génératif, l'intelligence artificielle est capable de créer des choses. Ou l'IA agentique, ces agents qui sont capables de faire les processus complexes des tâches en série ou en parallèle pour travailler un peu tout seul, mais avec une intelligence, une réflexion, une compréhension derrière. Ce n'est pas juste je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. C'est capable de se demander des questions,
de comprendre si elle a bien fait son travail, à poser des questions à d'autres agents et tout ça. Donc pour moi, tout ça revient vers l'idée que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est encore un peu dans l'automatisation, mais simplement soit les algorithmes, soit les outils qui savent beaucoup de choses, qui comprennent beaucoup de choses, qui sont capables à faire des choses mieux que nous, plus vite que nous, plus efficaces que nous. Après, techniquement, beaucoup de ça, ce n'est pas nécessairement l'IA, mais dès qu'on ajoute un raisonnement aujourd'hui, qu'il est capable de raisonner. Et c'est pour ça qu'on n'est pas loin des algorithmes, des choses qui peuvent raisonner autant que nous. Ça, c'est la AGI. Et après ça, la ASI, le super intelligence, que ça sera plus intelligent que nous. Donc, pour moi, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est l'automation, mais aujourd'hui avec un raisonnement ajouté. Une prochaine question pour toi, Valentin. Justement, l'intelligence artificielle, comment peut-elle aider les collectivités publiques, qui est un premier cas d'usage? Déjà, il y a une partie d'interne. Vous en parliez, la plupart du temps, les collectivités territoriales ont des frais de fonctionnement qui sont des frais de fonctionnement très importants, avec des processus qui peuvent être longs et fastidieux, de la vérification de documents, par exemple. Et là, en l'occurrence, utiliser l'intelligence artificielle, ça peut faire gagner du temps. Prendre des notes, réussir à synthétiser de la documentation, pouvoir avoir des réponses facilement à ces questions. Et donc ça, c'est quelque chose pour de l'interne, et je pense qu'il y a des transformations au niveau de l'interne de l'intelligence artificielle. Il y a aussi une partie qui, moi, m'intéresse aussi, c'est vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des habitants de ces territoires. En l'occurrence, lorsqu'on habite un territoire, on peut se poser tout un tas de questions, on peut avoir besoin d'avoir tout un tas d'interactions avec une administration. Et on voit apparaître de plus en plus des processus qui permettent d'automatiser cette relation avec les administrations, entre les administrés et l'administration. Et en l'occurrence, le fait d'avoir des chatbots, alors ça se développe de plus en plus aujourd'hui, d'avoir des interfaces de dialogue où le citoyen peut venir poser des questions et avoir des réponses et simplifier ses démarches de cette façon. Auparavant, on avait des guichets, et on en a encore plein, les administrations publiques sont pleines de guichets. Le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle, ça permet, de réduire le nombre de guichets, mais surtout que les personnes qui sont au guichet puissent passer plus de temps à traiter des demandes plus complexes et pour pouvoir mieux accompagner chacun des citoyens. Donc c'est vraiment une question de gain de temps. Travailler l'intelligence artificielle, ça permet de faire gagner du temps, et ça permet de faire gagner du temps dans cette perspective de relation entre territoire et habitants. Également, on en a parlé tout à l'heure, de l'éducation, des écoles. Comment l'IA, justement, influe l'éducation et les étudiants? Parce qu'on entend beaucoup de ChatGPT à l'école. J'ai la chance d'enseigner, j'enseigne dans plusieurs écoles, je suis prof à Sciences Po, aux Arts et Métiers, au CELSA, et ça fait une dizaine d'années que je donne des cours sur l'intelligence artificielle. Et alors, depuis maintenant 2 ans, je demande à tous mes étudiants de faire leurs devoirs en utilisant ChatGPT. Alors en faisant ça, les élèves se disent « Ah ben c'est génial, maintenant on ne va plus travailler, on va utiliser ChatGPT ». Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je leur dis « Voilà le sujet que j'ai envie que vous traitiez. Vous allez utiliser une ou plusieurs intelligences artificielles génératives pour pouvoir traiter le sujet, mais je ne vais pas vous demander de me donner le résultat que vous a fourni l'IA, je vais vous demander de me donner la totalité de la chaîne de prompts que vous avez utilisée pour arriver à ce résultat. » Et un peu comme en mathématiques où le plus important c'est la démonstration et ce n'est pas le résultat final, ce que je viens juger c'est la façon dont les élèves utilisent l'intelligence artificielle. Et il y a des façons extrêmement créatives d'arriver à un résultat. Surtout lorsqu'on parle de sciences humaines, en fait il n'y a pas une bonne réponse, il y a plein de points de vue et d'analyse. Et ben, le fait de pouvoir utiliser l'IA pour développer ces points de vue et cette analyse, c'est une façon plus maligne que simplement d'utiliser l'IA comme un bouton à faire les devoirs, mais simplement, c'est aussi une façon de réfléchir et de réfléchir à bon escient. Typiquement, il y a un élève qui a utilisé l'IA pour réfléchir contre lui-même en disant « Voilà mon plan, pourquoi le plan est-il mauvais ?» Il a posé cette question. Et en fait, c'est très intéressant parce que l'IA, elle vous permet de vous confronter à des pensées qui ne sont pas les vôtres, et donc du coup, de penser contre soi-même. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec le supérieur. Alors, il faut avoir un niveau d'éducation assez important pour pouvoir avoir ce niveau de maturité, d'interrogation et d'intégration avec l'intelligence artificielle. Au collège, alors là, j'ai été dans un collège
dans une ZEP à Créteil il y a quelques semaines, et je suis venu donner un cours pour des profs de français qui m'avaient invité dans leur salle de classe. Donc il y avait une trentaine d'élèves dans cette salle de classe, et j'avais créé en amont des petits agents qui leur permettaient de discuter avec des personnages de la pièce Cyrano de Bergerac. Et donc, du coup, j'étais face à ces élèves-là et ils pouvaient poser des questions à Cyrano, Roxane, De Guiche, tous les personnages de la pièce de Cyrano de Bergerac. Et à la place d'être des concepts un peu abstraits qui étaient présents dans les livres, ça devenait des êtres virtuels que les élèves pouvaient interroger et ils pouvaient avoir des questions. Il y a un élève qui a demandé des conseils de drague à Cyrano. C'est assez marrant parce qu'on peut avoir vraiment justement des analyses un peu anachroniques, mais aussi très intéressantes pour faire aimer la littérature et faire aimer cette histoire-là à des élèves de 4e qui en étaient plutôt éloignés. Et on est sorti d'une session qui a duré 2 heures et ils étaient tous fascinés par l'histoire de Cyrano. Ils avaient réécrit une fin alternative de Cyrano avec ChatGPT. On avait fait travailler plein de personnages différents. On leur avait fait rejouer une autre pièce. Et grâce à l'intelligence artificielle, c'était aussi une façon de découvrir avec un nouveau regard cette pièce d'Edmond Rostand. En tant que citoyen, je vais revenir sur les collectivités. Les collectivités n'utilisent pas seulement l'intelligence artificielle générative. Et il y en a pas mal de cas d'usage tout à fait intéressants dans les collectivités et qui nous concernent tous en tant que citoyens. Et aujourd'hui, l'IA dans les collectivités territoriales, c'est réel. On n'est pas dans la science-fiction et c'est tout à fait efficace. Je pense notamment pour avoir une meilleure gestion des ressources naturelles. Je pense par exemple à la détection des fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable ou le contrôle de la qualité de l'eau ou de l'air en temps réel. Donc tout ça, c'est des choses qui nous concernent, qu'on ne voit pas, mais qui sont effectuées dans de plus en plus de collectivités territoriales. Il y a aussi tout simplement l'entretien de la voirie avec une maintenance prédictive. De plus en plus de collectivités utilisent des systèmes. Alors, je vais vous donner l'exemple d'Alençon, par exemple. Ils ont cartographié la ville en mettant un smartphone sur le tableau de bord. Ça leur a pris 1 semaine, 105 km de rue à cartographier. Et alors que s'ils avaient dû le faire avec l'équipe sur le terrain, ils auraient mis une demi-journée par rue. Donc vous voyez le gain de temps. Et ensuite, ils peuvent voir de manière très précise dans quel ordre planifier les interventions. Alors qu'avant, c'était l'observation des agents, les plaintes des riverains qui commandaient en quelque sorte les travaux. Donc ça, c'est un exemple tout à fait intéressant et qui nous concerne tous. Mais ça peut être aussi la surveillance des cours d'eau en temps réel pour les crues, les sécheresses, etc. Ce qui se fait par exemple en Occitanie. Ça peut être aussi surveiller des ponts qui vont être, ou des infrastructures qui vont être en fragilité, tout ça en temps réel. Je pense par exemple au pont de Condrieu dans le Rhône, qui est sous surveillance avec des capteurs et en surveillance continue en temps réel et avec des alertes si nécessaire. Donc, au-delà du suivi des délibérations, de l'allègement de la charge de travail qui peuvent être faites dans plein de collectivités, je pense au Havre, à Bordeaux ou autres, on a aussi pas mal de cas d'usage qui sont intéressants, qui nous impactent tous. Super intéressant. On a parlé donc des collectivités, on a parlé donc des étudiants et des écoles, mais peut-être pour nous, citoyens, comment l'IA peut nous aider au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, en quoi ça peut nous aider? Nous, au quotidien, personnellement, en fait, tout le monde utilise déjà l'IA, c'est-à-dire que vous allez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez un compte Netflix qui vous fait des recommandations, vous allez regarder un dessin animé et puis on vous propose plein d'autres dessins animés à regarder. Donc vous utilisez l'IA sans forcément le savoir. Peut-être que vous utilisez Siri ou Alexa. Siri, dans le téléphone portable, c'est 2011. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est pas récent.
enfin, c'est un concept qui date même des années 50. Il y a une accélération avec l'arrivée de l'IA générative. Et puis là, on parle beaucoup aussi de l'IA agentique dont vous parliez, et qui est une nouvelle étape qu'on est en train de franchir, avec justement la capacité de raisonner et d'agir, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui sont non plus réactifs comme peut l'être ChatGPT, mais proactifs, c'est-à-dire agir et prendre des décisions. Ce qui n'est pas sans poser des questions en termes de sécurité des données, de responsabilité. Et ça, c'est une question qu'on doit tous se poser en tant que citoyens, enfin, de mon point de vue, des données qu'on met dans les modèles et la manière dont on les utilise également. En parlant de sécurité des données, on a un spécialiste de la cybersécurité. Abou, ma question pour toi, c'est est-ce que quand on parle d'IA, doit-on parler de cybersécurité? Quand on parle d'IA, en fait, derrière, c'est de la donnée. Voilà, c'est la donnée qui fait toute la magie qu'on a avec l'IA. Et ces données, elles doivent être de données de qualité, des données fiables, pour ne pas arriver à des résultats un peu très, très déconnants. Et sinon, parce que ce qu'on risque d'avoir, c'est que si le modèle il n'est pas fiable, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle du data poisoning. Tout simplement, c'est data poisoning ou model poisoning. C'est de la compromission des données d'entraînement qu'on met dans ces modèles-là, ou compromettre le modèle lui-même ou l'architecture. Et derrière, c'est l'altération du comportement de cette IA. Voilà, par exemple, il y a des utilisateurs, que ce soit à titre personnel ou même à titre professionnel dans les collectivités, qui se basent sur l'IA pour prendre des décisions. Voilà, vous avez des CEO, des gens dans le COMEX qui prennent des décisions, mais vraiment en consultant l'IA avant de prendre position. Ça veut dire que c'est très important que l'IA, le résultat qui est sorti, qui sort de l'IA, soit très fiable et soit de très bonne qualité. Après, nous avons d'autres risques qu'on peut avoir sur l'IA. C'est les données qu'on communique à l'IA, ces données ne sortent pas dans la nature. Parce que voilà, quand on étudie l'IA, c'est comme une boîte noire. Pour la plupart des gens, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Est-ce que cette IA-là ne fait pas exfiltrer nos données personnelles, nos données sensibles de l'entreprise ou de soi-même, quoi. Ma prochaine question, donc aujourd'hui tu couvres beaucoup donc la cybersécurité dopée à l'IA, comme tu l'appelles. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cela? Alors, effectivement, je parle souvent de cybersécurité dopée à l'IA. C'est valable un peu partout, hein, nos activités qui sont dopées à l'IA, et ça nous permet d'aller plus vite. Parce que ce qu'on a dans la cybersécurité, on a plusieurs pénuries, on a plusieurs difficultés, notamment la pénurie de talent. Nous avons tous constaté ça un peu partout. Et parfois, il y a des activités qui sont chronophages dans la cyber de manière générale. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les Security Operations Center. Ce sont des centres de supervision que nous avons pour voir ce qui se passe dans l'entreprise en termes de cybersécurité. Et pour ça, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de compétences. Et le premier niveau, ce qu'on appelle le level 1, les activités sont un peu chronophages. Et grâce à l'IA, cette partie-là, on a pu automatiser ces tâches-là. Voilà, pour filtrer, pour voir est-ce que l'incident que nous avons détecté, est-ce que c'est un vrai incident ou si c'est un faux positif. Voilà, c'est quelque chose qui a pu être automatisé. Et sur la pénurie de talent aussi, c'est que grâce à l'IA, aujourd'hui, tout le monde peut se former, que ce soit la cybersécurité ou même d'autres métiers, pour monter en compétences. Et en gros, la barrière d'entrée est beaucoup plus faible par rapport à avant. Et ça permet aussi aux entreprises d'aller plus loin dans leur posture de cybersécurité. Voilà. Aujourd'hui, quand on choisit une solution, tout le monde, que ce soit les clients ou les collectivités, se disent oui, je préfère utiliser une solution basée sur l'IA. Voilà. Et ça représente quand même 39% des entreprises sur cette partie-là. Okay. Super intéressant. Donc on a parlé de l'IA pour différents cas d'usage, pour les citoyens, pour les collectivités, pour les entreprises, pour les personnes, et de l'IA d'aujourd'hui. Mais l'IA de demain, on en a un petit peu parlé, ce sont les agents IA en partie.
Ophélie, c'est aussi un sujet qui t'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être aller plus loin et nous parler de l'IA de demain, notamment les agents? L'IA de demain, je ne sais pas, mais peut-être vous parlez des dernières avancées. Alors, on parle beaucoup des agents d'IA. Ça a été évoqué au tout début de cette table ronde. C'est au-delà du bruit médiatique qu'on peut avoir avec des annonces, enfin un engouement, hein, on peut dire ça, et puis quelques annonces, notamment l'annonce de Google d'intégration d'un agent IA dans Gemini incessamment sous peu. On en est vraiment au tout début. Enfin, en tout cas, pas en termes de maturité opérationnelle. Il y a quand même différents cas d'usage, j'y reviendrai, mais voilà, on en est au début. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ça va très vite et que le potentiel est assez considérable. Selon Gartner, d'ici 2028, 33% des logiciels d'entreprise intégreront des agents d'IA contre 1%, moins de 1% même en 2024. Donc c'est pour vous dire un peu l'engouement dans lequel on est actuellement. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils peuvent faire hein, par rapport aux systèmes qu'on peut connaître, qui sont plutôt des systèmes réactifs, à qui on va, par exemple, poser une question et on va nous répondre. Ils sont capables de percevoir leur environnement, de raisonner, c'est-à-dire, comme ça a été dit en introduction, c'est-à-dire de faire des sous-tâches pour arriver à faire leur propre tâche, et puis d'agir de manière autonome ou semi-autonome pour atteindre leur objectif. Donc on a affaire à des systèmes qui vont être proactifs. Et surtout, aujourd'hui, ils peuvent aussi apprendre de leur expérience. Ça, c'est un fait tout à fait intéressant. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'ils peuvent utiliser des LLM, c'est-à-dire les grands modèles de langage, et donc ils peuvent recevoir des instructions en langage naturel et interagir en langage naturel. Et c'est ça qui crée aussi un engouement et qui fait que on a tout d'un coup tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc il faut comprendre qu'ils peuvent aussi interagir avec d'autres agents IA, que les systèmes d'IA qui sont les applications qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, on en a parlé tout à l'heure, peuvent utiliser plusieurs agents d'IA. Donc, je ne veux pas perdre tout le monde, mais pour dire que sur la protection des données, il peut y avoir aussi des échanges entre les différents agents. Donc, on rentre aussi, moi, je dirais, dans une nouvelle ère. Et un autre fait vraiment important, selon l'Organisation internationale du travail, environ 25%, c'est une étude qui est sortie hier, 25% des emplois dans le monde sont potentiellement exposés à l'IA générative. Alors, sur la dernière étude, c'était 10-13%. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération là, et puis je pense que les dernières avancées ne sont pas pour rien. Alors, on parle pas de... On est à 34%, pardon, dans les pays aux revenus un peu plus élevés, donc c'est quand même assez considérable. On ne parle pas de suppression, d'emplois supprimés, mais plutôt d'emplois transformés. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec l'arrivée des agents IA, ça va vraiment profondément transformer notre manière de travailler. Donc, et là, ça demande aussi une vraie stratégie au sein des organisations, pas seulement technologique, mais aussi humaine, éthique et organisationnelle. Et ça, je crois que c'est très important. Et je ne reviendrai pas sur la sécurité des données, vu qu'on l'a déjà évoqué. Et je dirais que si on doit vraiment retenir une chose avec l'arrivée de ces agents, qui sont déjà utilisés alors très rapidement dans la relation client et usager, en termes de marketing, de système de recommandation, mais aussi dans la logistique ou les domaines financiers. Mais si je retiendrai une chose de ces dernières avancées, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille pas évidemment comme il y a 10 ans, en tout cas pas tout à fait, mais on ne travaille sûrement pas comme dans 5 ans. Ouais, je voulais rajouter un point sur le futur justement de l'intelligence artificielle et j'aimerais
ouvrir une perspective dont on entend assez peu parler. Et pourtant, je trouve que c'est assez fascinant la manière dont c'est en train d'évoluer. Les équipes qui sont à l'origine de la révolution de l'intelligence artificielle générative, c'est des équipes conjointes de Stanford et de Google qui ont écrit un papier de recherche séminal très important qui s'appelle Attention is all you need. Et ces équipes-là, une partie de ces équipes-là, en tout cas, sont en train de travailler sur autre chose. Et c'est important parce que c'est les chercheurs à qui on doit ChatGPT. En gros, à qui on doit la capacité de pouvoir générer du texte avec cette temporalité d'attention qui donne ensuite des outils type ChatGPT. Ils sont en train de travailler sur une relation entre les animaux et l'intelligence artificielle. La compréhension du langage animal par les intelligences artificielles. Alors, qu'est-ce qu'on dirait du futur de l'IA ? Il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais dit, bon, l'agentique va arriver. Là, si je veux m'exercer à un exercice de prédiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'IA dans 5 ans ou dans 10 ans, je pense qu'on va arriver à un moment où on arrivera à discuter avec des animaux grâce à l'intelligence artificielle. Et il y a des premiers tests qui ont été effectués et qui sont extrêmement concluants. Google vient de sortir les résultats d'une étude qui sont menés depuis 10 ans, mais là avec des avancées très précises de ces 2 ou 3 dernières années, sur le langage des baleines. Et aujourd'hui, on arrive non pas simplement à comprendre ce que les baleines se disent entre elles, mais aussi à leur communiquer des informations qu'elles arrivent à comprendre. C'est des informations qui sont assez saisissantes parce que c'est tourner à droite, tourner à gauche, s'arrêter, donc de la compréhension de l'espace. Et je me dis qu'on n'est pas très loin. Alors on a travaillé sur le langage des baleines, ils sont en train de travailler sur le langage des abeilles, des chiens, des chats, des vaches, des chèvres. Et si dans 5 ans, l'intelligence artificielle nous permet de parler aux animaux, je pense qu'on deviendra tous végétariens. Pas mal. Juste, je pense que effectivement, on ne peut même pas imaginer ce qui va arriver avec ça parce que c'est même la dernière version de ChatGPT qu'ils ont sorti, ils étaient besoin il y a 1 semaine, un petit peu plus, on peut reprendre ça parce que c'était en train de faire des trucs qui, eux, les ingénieurs derrière ne comprenaient pas exactement ce qu'ils faisaient, donc ils disaient oh, ok, bon, et donc je pense que ça avance à une vitesse maintenant que c'est impressionnant. Juste un autre exemple pour la génétique parce que je pense qu'au niveau pratique, pourquoi c'est important et pourquoi ça peut être intéressant. Imaginez que vous avez c'est la municipalité ou vous avez une entreprise, il y a la boîte mail qui reçoit tous les messages un peu contact ou généralistes, ok? Bon, on va avoir un agent qui surveille cette boîte. Quand un message arrive, il va envoyer le message, le contenu du message, à un LLM comme ChatGPT ou Claude ou Gemini, peu importe, qui va déterminer le sujet. En fait, qu'est-ce que la personne discute dans l'email. En fonction du retour de ça, un autre agent donc, va envoyer l'email à peut-être toi, parce que ça te concerne toi, peut-être ça te concerne toi, ou peut-être ce n'est pas un email qui doit être envoyé ou transféré à quelqu'un, mais en fait, il a déjà des emails qu'il doit traiter tout seul. Donc, en fait, ce qu'il va faire, l'agent va maintenant envoyer une autre requête à un autre LLM pour dire que écrivez-moi une réponse à ça. Donc, il va recevoir la réponse, il va passer cette réponse à un autre agent qui va envoyer ça à la personne. Mais qui aussi, peut-être avant de faire ça, va demander à un autre agent pour vérifier si la réponse est bien une bonne réponse à l'email d'origine. Puis, quand ça envoie l'email, ça va aussi peut-être envoyer un message WhatsApp à quelqu'un pour dire que je viens d'envoyer un message à quelqu'un qui concerne ce sujet là ou là ou là. Ou mettre ça dans une base de données, ou mettre ça dans un fichier Excel, ou peu importe. Chacune de ces étapes, c'est un agent. Mais le truc, c'est que ça peut, si vous vous demandez, en fait, ça sert à quoi l'IA et cette IA agentique à l'avenir là dans nos vies, particulièrement au travail, mais un peu tout. Juste imaginez toutes les tâches répétitives que vous faites. Toutes ces tâches peuvent être automatisées et même toutes les tâches qui obligent un petit peu de réflexion ou de raisonnement ou de qu'est-ce que je dois faire avec ça, l'IA peut s'en occuper aussi. Donc, ce n'est pas juste les trucs complexes et tout ça. On peut même créer ces agents avec les outils maintenant où on tire juste des petites applications et on les lit ensemble dans un outil visuel dans votre navigateur. On n'a même pas besoin de programmer pour faire tous ces agents.
Et donc, c'est quelque chose hyper pratique et ce n'est pas un truc de domaine. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment présent partout dans les entreprises et dans notre vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on va juste être capable d'en profiter plus en plus chaque semaine, parce que chaque semaine, il y a une nouveauté qui nous choque un peu. Ah oui, on peut faire ça maintenant. Donc, la vitesse est aussi quelque chose d'assez impressionnant à laquelle ça avance. Super, j'ai également. Juste un petit point pour ajouter à ça. Un exemple concret, si vous prenez les services informatiques aujourd'hui, vous prenez un grand groupe, c'est des équipes de 300 personnes, de 200 personnes, et avec des internes, des prestataires internes, externes. Sauf grâce aux agents IA, demain, les prévisions disent que voilà, ces services-là, on passera de 300 personnes à 10 personnes. Et ces 10 personnes-là vont tout simplement gérer des agents IA qui sont là pour faire exactement les mêmes tâches qui étaient faites par 300 personnes. Et c'est des agents qui vont travailler 24/7, où il n'y aura plus d'absence. Je vous laisse faire le calcul en termes de rendement. Et derrière, ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans ce que fait aujourd'hui ces services informatiques. Voilà. Si aujourd'hui on a un service qui fonctionne, on va dire, où les utilisateurs sont satisfaits à 80%, et avec les agents IA, les gens seront satisfaits à 100%. Et l'autre intérêt aussi qu'on voit sur cette partie d'agents IA, c'est que quand il y a une attaque, aujourd'hui, quand il y a une attaque dans une entreprise, bon, c'est le stress partout. Voilà, c'est le stress et tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Tout le monde n'a pas les bons réflexes qu'il faut entamer dans les premières heures. Avec les agents IA, on peut avoir un agent IA, dès qu'il y a une attaque, tout de suite de faire un résumé pour l'envoyer au management, un résumé pour l'envoyer à l'équipe technique et d'enclencher les premières actions pour limiter cette attaque. Super. On a couvert un petit peu l'ensemble des sujets liés à l'IA. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bonjour, je m'appelle Wilfried, j'ai plusieurs casquettes. Du coup, ici, je suis Fab Manager et à côté, je travaille aussi avec des personnes SDF. Et je me pose des questions parce que du coup, on a quand même une vraie fracture numérique qui s'est causée entre la population générale et les personnes sédentarisées, SDF, tout ça. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec l'IA pour justement réduire cette fracture, parce qu'on se rend compte que tout passe par le numérique maintenant. Et moi, au quotidien, j'essaye d'expliquer à des gens déjà comment on allume un ordinateur, comment on tient une souris, que non, c'est pas en balançant la souris sur l'écran que ça va fonctionner plus vite, tout ça. Et d'un autre côté, je me questionne aussi avec la relation entre l'IA et la santé mentale, parce que du coup, on a aussi des personnes qui ont des troubles psy, qui s'enferment dans des questionnements, qui s'enferment dans une IA. Dernièrement, on a accueilli une stagiaire à mon boulot, une stagiaire psychologue. On lui demandait comment elle se sentait, si elle avait des potes et tout. Elle nous disait, j'ai pas besoin, le soir je parle pendant 4 heures à ChatGPT, et comme ça j'ai pas besoin d'avoir d'amis. Donc en fait, c'est quand même d'autres liens sur lesquels en fait l'intelligence artificielle va devoir répondre à des questionnements sociétals, et du coup moi c'est des choses sur lesquelles je me questionne beaucoup. Donc si vous avez des pistes, des choses. La question que vous posez, elle est très importante. C'est la question de la rupture anthropologique que pose l'IA. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir en tant que société lorsqu'on peut tout faire en parlant à une machine sans parler à son voisin? Et que ça soit pour le travail avec des SDF ou que ça soit pour des raisons psy internes, en fait, c'est la même question. C'est comment on fait pour continuer à créer du lien à l'heure où des machines semblent nous apporter ce type de lien qui pourrait manquer dans la société. Et je pense qu'il faut mettre l'IA là où elle a un rôle, et il ne faut pas la mettre partout là où elle n'en a pas. Rien ne remplace un contact humain et un travail avec l'humain. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Ce n'est pas une conscience. Moi, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va avoir une conscience. C'est des puissances de calcul, c'est une matrice, et il faut le garder comme un outil. J'ai fait une expérience, moi, qui me rappelle ce que vous dites avec cette stagiaire. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand ChatGPT est sorti, la première chose que j'ai demandé à ChatGPT, c'est « Est-ce que tu veux écrire un livre avec moi ?» Il m'a dit oui, donc on a écrit un livre ensemble.
C'est un livre que j'ai sorti en 2023, et le livre était une conversation avec ChatGPT. C'est toute la conversation qu'on a eue ensemble. Et au bout d'une centaine d'heures d'échange, il m'a toujours, vous voyez, au bout d'une centaine d'heures d'échange, il m'a tutoyé. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui pose la question, c'est dans le livre. Il me dit, parce que maintenant on se connaît. Pris d'un vertige métaphysique, je me suis dit, bon, ça y est, mon meilleur pote est une IA, c'est fini, ma vie est en train de shifter. Et en fait, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, dans l'IA, il y a plein de données qui font qu'au bout d'un certain nombre de messages, on passe du vous au tu. C'est normal dans la vie de tous les jours. C'est les données qui ont servi à l'entraînement de ChatGPT, c'est ce qu'il a essayé de reproduire derrière. Il n'avait pas de connaissance de moi au sens où un humain aurait une connaissance de moi. Et donc il faut aussi apprendre aux gens ce que l'IA peut faire et ce que l'IA ne peut pas faire. Et c'est là où l'école, l'enseignement primaire, secondaire et tertiaire, c'est là où l'école a un rôle très important, c'est de se dire comment on fait pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que ces machines et à quoi elles servent vraiment. Et en revanche, il y a des outils incroyables d'intelligence artificielle qui peuvent aider des personnes en situation de difficulté. Je pense à une boîte qui s'appelait LinkedOut, qui maintenant s'appelle Réseau Entourage. LinkedOut, c'est l'inverse de LinkedIn, qui était justement là pour aider des personnes en situation de grande précarité. Et en fait, eux, ils travaillent aussi avec des algorithmes, mais pour matcher des coachs de vie et des personnes qui sont dans des situations de forte précarité. Et donc, ils utilisent de l'intelligence artificielle, pas de l'IA générative, mais des formes d'intelligence artificielle pour aider ça. Et donc, on peut l'utiliser en tant qu'outil, ça peut faire sens, tout en gardant l'idée que le lien humain reste premier, je pense. Je veux bien compléter juste de manière très courte. Je pense qu'il faut expliquer à tout le monde et chaque citoyen ce qu'est l'intelligence artificielle et les différentes familles d'intelligence artificielle, dont l'intelligence artificielle générative. Mais je pense que c'est essentiel. Et quand j'échange avec des collectivités territoriales, par exemple, je leur dis qu'il faut embarquer tout le monde, les élus, les agents et les citoyens. Et je pense que c'est de notre responsabilité à tous. Certains organisent des cafés IA, certains font des actions pour sensibiliser, former également, mais sensibiliser tout le monde, que ce soit à l'école, dans les entreprises, mais aussi dans la cité. Et ça, c'est très important, parce que comme ça a été évoqué juste à présent, ce sont des outils. L'IA est un ensemble d'outils technologiques. Ces outils ne comprennent pas le monde. Ils sont prévus pour faire une tâche. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leur tâche. Même quand on parlait des agents IA tout à l'heure, ils ont un objectif prédéfini et ils s'organisent pour y arriver. Mais ils n'iront pas au-delà. On n'est pas du tout sur une intelligence qu'on pourrait comparer à une intelligence humaine. Mais c'est très important de l'avoir en tête. C'est très important d'avoir en tête qu'on parle à une machine. Que vous soyez poli ou pas avec ChatGPT, ça ne change rien. Bonjour, je vous remercie d'abord pour votre échange, le partage. Je suis Arezou Nasseri, chef de projet digital et numérique innovation au sein d'une école de commerce. La question que tout le monde pose, c'est les enseignants surtout, c'est est-ce qu'on peut assurer l'acquisition des compétences à travers des méthodes différentes. On a peu de recul, je sais, et il y a peut-être une confusion sur apprendre avec l'IA et apprendre sur l'IA, de l'IA en fait, et les différentes méthodes qu'on peut, comme vous avez donné un exemple, là on peut le faire, mais est-ce qu'à la fin du cours, on se dit, on est concentré sur la méthode et où est passée la compétence? Et pour faire un retour sur sur le vouvoiement, sur votre exemple, moi j'ai une autre version. Quand j'utilise Copilot Edge Bing, c'est le tutoiement, et quand c'est c'est OpenAI, c'est vouvoiement. En fait, voilà, c'était juste pour un retour. Alors, juste pour amener une petite réponse par rapport à ça. J'interviens à l'école Léonard de Vinci sur un master spécialisé en cybersécurité. Et au début, les élèves pensaient que, voilà, pareil,
j'allais leur interdire d'utiliser l'IA, sauf que voilà, l'IA était disponible pour tout le monde avait son PC, ils étaient très contents. Et alors, l'intérêt, c'est que on voit plus, quand les élèves utilisent l'IA, on va plus se focaliser maintenant sur comment vous êtes arrivé à ce résultat-là. Et après, il y a plusieurs réponses possibles parce qu'ils ont plusieurs IA qu'ils utilisent. Et maintenant, c'est de leur faire réfléchir pourquoi il y a ces différentes réponses. Voilà. Maintenant, vous avez plusieurs réponses. C'est quoi la bonne réponse? Et là, ça nous permet pendant le cours d'aller beaucoup plus loin dans le raisonnement et aussi de s'assurer qu'ils ont vraiment compris ce qui est attendu par rapport à tout ce qui a été appris. Après, je pense que voilà, l'utilisation de l'IA dans le milieu scolaire et un peu partout est essentielle. Et c'est juste qu'à un moment donné, voilà, il faut faire des choses sans utiliser l'IA. Voilà. À la fin, à un moment donné, nous avons fait un quiz. Maintenant, le quiz, l'objectif, c'est, OK, on met de côté tous les outils d'IA. Là, on veut juste savoir si vous avez tout compris. On fait un quiz ensemble, on fait un QCM ensemble. Et là, les élèves respectaient ce qui est attendu. Je vais essayer d'être rapide parce que la question était aussi un peu adressée. Sur la partie enseignement, je suis hyper d'accord. En fait, je pense qu'il faut maîtriser des compétences, maîtriser des compétences pour les maîtriser en elles-mêmes avant d'apprendre à utiliser de l'intelligence artificielle pour les maîtriser et pouvoir savoir faire la part des choses. Il y a on continue à apprendre à faire des maths alors qu'il y a des calculettes à l'école. Bon, c'est pas grave, hein, les professeurs de maths se sont adaptés, ils ont introduit la calculette dans leur processus de travail et ils ont inventé des nouveaux exercices. Au bac, maintenant, on peut avoir sa calculette, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté d'apprendre à faire des maths. En fait, je pense qu'il faut continuer à apprendre des compétences de base, et surtout au collège, au lycée, c'est primordial. Et puis ensuite, progressivement, réussir à intégrer dans ces tâches de l'intelligence artificielle, puisque ça sera la réalité du monde du travail. On le voit dans les entreprises, dans les collectivités territoriales. Ça y est, l'IA a été utilisée. Ça serait une folie que de l'interdire à l'école, alors qu'elle est déjà utilisée dans toutes les entreprises. Merci beaucoup aux speakers. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et on va pouvoir laisser place à la prochaine table ronde.